Noël, peut-être également. Donc, quelle évolution avez-vous constatée chez les patients? Est-ce qu'elles ont modifié vos pratiques? Et puis, je vous voyais opiner tout à l'heure lorsque le docteur Huomer disait qu'il était quand même extrêmement difficile de faire la sédation profonde et continue à domicile. C'est quelque chose que vous partagez? Enfin, je commence par là. allez-y. Je crois que je vais d'abord me présenter en tant que médecin généraliste. Donc là, on parle des derniers moments ou des moments difficiles de la vie. Et moi, en tant que généraliste, je vois des patients de la naissance à la mort. Je les vois pour des certificats de sport, pour des certificats en tout genre, pour des déclarations de grossesse, pour des maladies, des épisodes de maladies, et puis aussi pour des annonces de maladies graves, de maladies chroniques et de maladies mortelles à plus ou moins brève échéance. Donc j'ai une vision encore différente de ce qui a été exposé jusqu'à maintenant, et les questions ne sont peut-être pas les mêmes. Donc là, pour répondre à est-ce que la question c'était est-ce que la loi, les dernières directives qui datent de 2016, est-ce que ça a changé quelque chose est-ce que j'ai perçu une différence? Je suis rive gauche, donc j'ai des patients qui me demandent ce que c'est que les demandes anticipées et qui, du coup, on parle plus de ce document de demande anticipée et de personnes de confiance. Et c'est vrai qu'il ne faut pas le réduire à un papier parce qu'en fait, c'est plus une grande question, une vaste question qu'un bout de papier qu'on doit signer avec la réversibilité ou pas. Donc je pense que, voilà. Après, j'ai essayé de réfléchir à ça. Je pense que s'il y a un questionnement sur la fin de vie, c'est que tous nos patients en bonne santé ou peu malades, ils ne veulent pas souffrir. Moi, ce que j'entends, c'est de toute façon, quand c'est fini, c'est foutu, il faut arrêter parce que je ne veux pas souffrir et puis ça ne sert à rien. Ça, c'est les gens qui sont correctement portants sur leurs deux pieds et qui ont encore une capacité. Et ça, je crois que tout un chacun dit la plus belle mort, c'est je ne me réveille pas demain matin. Hein, et ça, c'est... Voilà. Après, la notion de souffrance, c'est tellement variable d'un patient à l'autre. Et puis ils ont toujours l'exemple de la souffrance du voisin, de la voisine, du copain, de la grand-mère, de la belle-mère qui a souffert de façon inutile dans un lit d'hôpital ou chez lui. Enfin, c'est inadmissible, etc. Donc il y a aussi, qu'est-ce que vous entendez comme souffrance? Qu'est-ce que vous attendez? Enfin, et donc ça, c'est lourd aussi. Et on ne peut pas décider au dernier moment. Encore une fois, je crois qu'il faut vraiment anticiper. Et je suis très contente que vous ayez parlé d'anticipation parce que je crois que c'est essentiel dans tout ce travail. Quand il y a maladie, et quand il y a maladie grave à brève échéance, c'est déjà beaucoup plus complexe. Comme vous avez dit, il y a toujours quelque part peut-être un petit espoir de survie ou de je vais me réveiller. J'avais une patiente en fin de vie et son espoir de tous les jours, c'est de pouvoir mettre son bigoudi tous les matins. Et que moi, je la voyais, elle avait un seul bigoudi qu'elle mettait dans ses cheveux. Et le jour où elle n'a pas mis son bigoudi, je me suis dit, aïe, elle est décédée dans la journée. Donc, vous voyez, il y a toujours un petit espoir. Et les gens, ils s'accrochent à le bigoudi du matin. Et donc, la notion de souffrance, la notion de mort, la notion de fin de vie, elle est tellement variable d'une personne à l'autre que c'est bien qu'il incarne, mais gare d'appliquer de façon systématique et sans nuance. Je trouve, moi, que les patients, ils ont grâce ou à cause, je ne sais pas, l'espoir de survie, ils ont une capacité à supporter des traitements invalidants, des dégradations physiques, cliniques, psychologiques qui sont difficiles et que nous, on devra essayer toujours d'atténuer. On essaye, en tout cas, et c'est l'objectif, c'est de les soigner, de les guérir, c'est autre chose, mais au moins de les soigner, d'atténuer les effets secondaires et donc surtout de prendre en compte le ressenti du patient. Et là, la décision de sédation entre ce qui est déraisonnable de faire ou pas, et je pense que l'intérêt le patient est important parce que j'en ai un patient qui avait un cancer de la prostate, qui avait fait les 5e, 6e lignées, enfin il en était aux lignées de chimiothérapie. On réfléchissait à éventuellement lui faire une 7e lignée de chimiothérapie. Il vient me voir et je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Il avait un concert, il était violoncelliste, il voulait encore faire ce concert. Il me dit, je veux qu'on me prescrive quelque chose, je veux tenir encore pour ce concert. Après, on verra. Et ben, on y est arrivé. Il a fait peut-être ce qui était déraisonnable pour certains. Il a fait cette 7e lignée, il a fait son concert et après il a dit, bof, j'arrête. Donc tout doit être remis en question, tout doit être posé, tout doit être modifiable, nuançable à chaque fois. Quand on arrive quand on décide
en fin de vie, enfin, quand on est en stade de soins palliatifs, ou de soins d'accompagnement, soins de palliatifs, qu'est-ce que la sédation? Je pense qu'on peut faire des sédations de fin de vie à domicile. Et je parle en tant que médecin utilisateur du réseau Ensemble. On fait des sédations profondes en fin de vie à domicile. Il faut bien sûr qu'il y ait des conditions appropriées au lit du patient, avec un entourage, des soignants, etc. Mais c'est possible. Mais encore une fois, c'est pas notre pain quotidien. De toute façon, le soin palliatif n'est pas notre pain quotidien en tant que généraliste, mais le pain quotidien, entre guillemets, quand j'ai des patients qui sont en soins palliatifs, c'est plutôt le problème aigu au milieu d'un suivi de soins palliatifs. C'est la dyspnée aiguë, c'est la douleur hyperalgique, c'est le insupportable, c'est la fièvre, enfin bon, bref, tout ce qui est autres symptômes, et où là, on prescrit une sédation plus importante pour soulager le temps de, toujours en ayant essayé, quand on peut, et on essaye de le faire, et les réseaux sont là pour nous aider, pour prendre le temps, pour pouvoir en discuter. C'est toujours en essayant d'anticiper, de prévenir et le patient et l'entourage sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ça, c'est des choses qu'on fait et qui sont relativement plus fréquentes que la sédation profonde. La sédation profonde, elle existe, elle est possible, pour répondre, elle est possible, à mon avis, en ville. Elle demande une énorme anticipation. Elle demande c'est vraiment un investissement de tout le monde, de tout un chacun qui est important et qui est possible, mais qui est probablement beaucoup moins fréquente que le reste et qui, dans les faits, restera, à mon avis, très peu fréquente. Ce qui est important, c'est que ces lois, elles ont permis à certaines personnes de se poser des questions, à nous soignants, de nous poser beaucoup de questions, à, encore une fois, d'anticiper et de travailler dans le sens de l'intérêt du patient. Merci beaucoup. Alors,